Aujourd'hui, dans toute une histoire, l'histoire de bébés en danger. Ils sont nés prématurés. Je suis né à 5 mois et demi. Je me pose beaucoup de questions sur ce qu'a été les 3 mois et demi de ma vie au départ, puisque je suis restée en couveuse jusqu'à terme. Charlotte et Anaïs sont nés à 5 mois et demi de grossesse. Alors que Charlotte n'a pas survécu, Anaïs s'est battue pour grandir. Elle a maintenant 10 ans. On est resté 4 mois en réanimation. On a pu toucher Anaïs, la voir sur nous, le premier contact, il y a quand même eu 4 mois. Hilaire pesait 780 grammes à sa naissance. Après 24 semaines de grossesse, Adeline, sa maman, témoigne. Où est-il aujourd'hui? Il est encore hospitalisé. Ça fait combien de temps? 4 mois. C'est un enfant qu'on a énormément souhaité et qu'on n'a pas encore avec nous. Merci pour nos invités. Bonjour à tous. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Bienvenue dans toute une histoire. Nos invités d'aujourd'hui sont des parents qui sont inquiets pour leur petit bébé, des nouveau-nés qui sont arrivés plus tôt que prévu, à seulement 5 ou 6 mois de grossesse. Et c'est fréquent. Chaque année en France, 55 000 enfants naissent prématurément, des bébés qui ne pèsent que quelques centaines de grammes, qui tiennent dans le creux de la main et qui luttent avec acharnement pour s'accrocher à la vie. Mais le combat est parfois difficile pour les enfants, pour les parents. Certains prématurés gardent des séquelles de la naissance avant terme. Gilbert Montagnier est avec nous pour en témoigner. Il est aveugle parce qu'il est né à seulement 5 mois et demi. Mais d'abord, voici l'histoire de Sébastien et d'Ingrid, des parents courageux. Le 26 novembre 1996, les jumelles d'Ingrid et Sébastien naissent après 5 mois et demi de grossesse. À seulement 850 et 960 grammes, Charlotte et Anaïs étaient les plus petits bébés de France. Au départ, on vous annonce que vos enfants ne vont pas vivre. Comme ça, ils vous sapent bien le moral. Et puis, après, il y a des bonnes nouvelles. Alors, on va vous dire, en fait, elles vont passer la nuit. Donc, vous attendez la nuit. Puis, vous appelez. Comment ça se passe? Et puis, un dimanche à midi, le téléphone a sonné. Et on nous a annoncé que, voilà, que Charlotte était en train de partir. Est-ce qu'on voulait la réanimer ou pas? Et voilà. Voilà. Je pense qu'ils nous l'ont laissé partir un dimanche parce qu'on était croyants. Et pour nous, ça nous a donné un petit coup d'espoir parce qu'on croit en Dieu. Et on s'est dit, bon, elle est partie un dimanche, c'est magnifique. Ce que nous avons vécu, je le souhaite à personne. Parce qu'on se remet de la perte de quelqu'un de sa famille, mais on se remet jamais de la perte d'un enfant. C'est quelque chose qui... C'est une partie de vous que vous perdez. Le jour du décès de Charlotte, Anaïs s'affaiblit et perd 100 grammes. Ses parents, anéantis par le drame qu'ils traversent, s'accrochent à la vie de leur seconde petite fille. Et la deuxième, vous n'en savez rien, vous ne savez pas si elle va vivre, donc on attend. Donc vous attendez 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 mois, 2 mois, toujours pas de contact avec votre enfant, on ne peut pas la mettre sur soi, on ne peut pas la sentir, on ne peut pas l'entendre parce qu'elle est intubée. On nous annonçait froidement... Mais voilà, votre fille, ça va être un tétard, pour reprendre son terme exact. Qui a employé le mot de tétard? Bonjour. 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 Un professeur qui était en réanimation quand on l'a rencontré, en fait, c'était sa première parole. Et qu'est-ce que ça voulait dire dans son esprit? On n'a pas compris. Non, moi je comprends pas non plus. Ils nous donnaient aucun espoir, en fait. Séquelles, ils étaient froids et ils ont été radicaux. Dur. Dur. Anaïs est avec nous. Bonjour Anaïs. Bonjour. Ça va? Tu as quel âge aujourd'hui? 10 ans. Tu es un enfant prématuré? Oui. Tu es né à combien de mois? 4 mois et demi. Non, 5 mois et demi. 5 mois et demi. Tu pesais combien à la naissance? Tu le sais, ça? Non. Peut-être que tes parents peuvent le dire? 980 grammes. 860. Un peu moins d'1 kilo? Oui. Oui. C'est petit, hein? Oui. Et tu es devenue grande quand même, tu as 10 ans aujourd'hui. Le fait d'avoir été un enfant prématuré, si petit, ça veut dire quoi pour toi aujourd'hui? Qu'on peut se battre? Oui. Qu'on peut grandir, ça n'a pas été fastoche, hein? Non, et ça continue. On va voir les méthodes du papa pour que cette jeune fille soit en pleine forme aujourd'hui. Je présente nos autres invités qui sont là. Adeline, bonjour. Votre fils est né à 5 mois et 4 jours. Non. Il est né à 5 mois. Il est né à 5 mois. Oui. C'est la moitié de la grossesse quasiment. Oui. Quel poids? 680 grammes. Où est-il aujourd'hui? Il est encore hospitalisé. Ça fait combien de temps? 4 mois. C'est dur à vivre, hein? Comment va-t-il? Bien. Il progresse bien? Oui. Qu'est-ce qui vous touche à ce point?
C'est un enfant qu'on a énormément souhaité et qu'on n'a pas encore avec nous. Et vous êtes très courageuse pourtant, hein, je tiens à le préciser. Régine, vous avez eu 4 enfants, 4 enfants prématurés. C'est une chose qui arrive. Oui. Oui. À combien, à quel terme? Bon, les filles, juste un petit peu avant 8 mois, donc c'était pas de la grande prématurité, elles n'ont pas nécessité de soins. Non. Par contre, Nicolas, à côté de moi, oui. Salut Nicolas. Lui, il est resté 3 mois en réanimation. Et mon 4e aussi, qui est né à 7 mois et 1 semaine. Alors, votre voisin, lui, est sorti du ventre de sa maman à 5 mois et demi, mais c'était dans les années 50, c'était pas la même technologie qu'aujourd'hui. La médecine n'était pas aussi performante. Je vous demande d'accueillir Gilbert Montagnier, je vais aller le chercher. Tiens, Gilbert. Hop là, excuse-moi. Encore quelques mètres, je m'arrête qu'on tourne. Et tu t'assois. Se dire bonjour à cette heure-là. Ah ben oui, c'est vrai. Moi, c'est un plaisir d'être là. C'est un plaisir d'être là parce que bon, moi, j'adore les émissions, comment vous les menez, monsieur. C'est gentil, merci monsieur. Et puis, c'est vrai que le sujet me touche. J'ai déjà été assez ému de voir tout ça. Vous voulez voir toujours vous, hein? Ah oui, oui, moi, bien sûr, je vois différemment, mais je le vois. Je voudrais rendre hommage aux parents des enfants prématurés qui sont là. Adeline, il ne faut pas, surtout pas perdre espoir. Vous allez voir votre petit garçon. Je suis certain que ça va se passer très bientôt. Vous pesiez combien à la naissance, vous? Moi, je fais 950 grammes. En dessous des kilos aussi? Oui, c'est-à-dire qu'ils ne m'attendaient pas si tôt, les parents. Moi, je suis né à 5 mois et demi. Et je suis né sur la table de la cuisine à la maison. Dans des conditions? À la maison, c'est un petit appartement. Ils avaient une chambre et une cuisine. Ils avaient déjà 3 enfants. C'était la grosse surprise, quoi. Ou la petite surprise, plutôt. Je crois qu'on avait dit à ma maman que c'était un fibrome. Alors, je vous présente le fibrome, voilà, c'est moi. Le fibrome est devenu grand. Vous nous raconterez votre histoire, Gilbert, parce que c'est vraiment beaucoup d'espoir pour les parents qui sont en train de traverser cette galère terrible qui est de vivre entre l'espoir et parfois le désespoir aussi. Combien pesaient vos filles à la naissance, Ingrid? 900 grammes et 860. Donc il y a Charlotte et Anaïs. Et Anaïs, ouais, qui est descendue rapidement aussi à 680 grammes, ouais. Oui, c'est ça, puisque les bébés perdent un peu de poids. Voilà, tout à fait. Dans le cas des prématurés, c'est quelque chose quelques qui heures, peut être catastrophique. Vous avez vu très vite que pour Charlotte, ça allait mal se passer? En fait, c'était le jour même, en fait. Elles ont été transportées, parce que j'ai accouché à Bayonne, transportées d'urgence à l'hôpital de Bordeaux. Et donc là, on ne savait pas du tout. On est resté 24 heures, en fait, sans savoir si Anaïs ou Charlotte, où elles en étaient. Et puis, c'est vraiment le néant, hein. C'est parce qu'on ne sait pas ce qui nous arrive. Hein. Et puis, au bout de 24 heures, on nous a annoncé que Charlotte avait fait une hémorragie pulmonaire. Et par la suite, hémorragie cérébrale également. Donc, arrivé sur Bordeaux, on nous a dit que malheureusement, il n'y avait pas d'espoir. Comment vous étiez partagé entre le fait de perdre une fille et d'encourager, de stimuler l'autre? Mais c'est vrai qu'on avait... elles étaient pas dans 2 chambres différentes. Donc, on allait voir Charlotte et on lui disait au revoir. Donc on se préparait pour pour profiter d'elle les derniers jours, dernières heures. À quoi ça ressemble un bébé si petit? C'est magnifique. Ça tient dans la main, quoi, quasiment? Oui, on ne s'en rend pas compte, mais c'est de beaux bébés. C'est magnifique. On ne les voit pas prématurés, on les voit beaux. C'est des superbes beaux bébés. Charlotte n'a pas pu survivre? Non. Anaïs, elle, s'est battue, son petit corps s'est battu. Et elle continue d'ailleurs. Et vous avez réussi en parallèle du deuil de Charlotte à pouvoir encourager Anaïs? C'est Anaïs qui nous a donné ce courage. Parce que c'était la vie en fait. Et elle s'est battue, donc la vie, ça nous donne envie de se battre. Comment vos parents se sont-ils serrés les coudes, Gilbert, d'après ce que vous savez? Mes parents, ils n'avaient pas, comme tous les parents d'ailleurs, ils n'avaient pas le bouquin livré avec. Hein. Donc, années 50, hein? Oui, donc d'abord il y a eu la naissance qui a été assez difficile, évidemment, à la maison. Bon, il y avait la chance qu'on avait un docteur qui habitait l'immeuble. Donc le docteur est tout de suite venu et il a dit à mes parents, oh le petit là, je crois pas que ça va le faire, mais on va quand même essayer. Alors ils ont appelé une ambulance. On n'avait pas le téléphone, évidemment, et l'ambulance a mis beaucoup de temps à arriver. Et finalement, l'ambulance est arrivée au bout de 3/4 d'heure parce que c'était bourré d'adresses. Et on m'a mis dans un filet à provision avec du coton pour que j'ai pas froid. On était le 28 décembre quand même.
Vous avez accouché à la maison? Ah oui, oui. Dans la cuisine de la maison? Sur la table de la cuisine, ouais. C'est peut-être pour ça que j'aime bien la bouffe maintenant. Mais la bonne bouffe, votre maman était surprise, mais à ce point, par votre arrivée? Ben oui, écoutez, apparemment, puisque oui, ça s'est passé à la maison. Et on m'a emmené sur l'hôpital de secteur. Et là, l'hôpital de secteur, ils ont dit, ah non, c'est pas pour nous, là. On va pas pouvoir. Donc, il faut l'amener à Bodlock, au centre des prématurés à Port-Royal, à Paris. Bien connu. Et là, justement, ça m'intéresse de tous vous écouter parce que je me pose beaucoup de questions sur ce qu'a été les 3 mois et demi de ma vie au départ, puisque je suis restée en couveuse jusqu'à terme. Adeline, vous pouvez peut-être en parler, puisque ça fait 4 mois maintenant que votre bébé est né. Oui, il est resté 2 mois en réanimation et après, il est passé en soins intensifs et maintenant, il devrait passer vendredi en néonat. Et quand vous allez là-bas, Adeline, vous pouvez le toucher ou pas encore? Tous les jours, on y va. Le toucher? On le touche, on le prend dans les bras. Ah, c'est super ça. Au bout de combien de temps vous avez pu le prendre dans les bras? Je l'ai pris dans les bras le jour où j'ai pu aller le voir suite à la césarienne, au bout de 3 jours. Parce que c'est vrai qu'il y a une période où on se dit... Enfin, moi, le plus je vais dans ma vie, le plus je pense à cette période-là, pendant 3 mois et demi, où j'étais finalement... J'étais séparé de mon contexte familial, de ma maman. Elle venait me voir, mais c'est pas du tout pareil qu'un bébé qui... C'est au moment où se créent les premiers liens entre parents et enfants. Un bébé qui arrive à la maison tout de suite, quoi. Mais je sais maintenant que j'ai voulu me battre. Ça, je le sens très bien. Je sens que j'avais le choix, me semble-t-il, de rester ou pas rester. Et j'ai vraiment eu envie. Alors bon, à un moment donné, ils ont annoncé à mes parents que, vu le dosage d'oxygène qui était trop important, tous les tissus optiques étaient brûlés. Bon, moi, j'étais pas là quand ils ont annoncé ça, donc ça ne m'a pas dérangé du tout. Et vos parents? Ah ben, mes parents, ils ont flippé au départ, hein, sûrement, parce que... Mais moi, j'ai du mal à comprendre ça, parce que pour moi, ma normalité, c'est de voir comme je vois et d'être comme je suis. Ça donne une sacrée force de vie quand on voit l'exemple de Gilbert, et c'est pas le seul, vous allez le découvrir dans cette émission. Vous pouvez voir votre enfant tous les jours aujourd'hui? Tous les jours. Ça veut dire que c'est loin de chez vous? Non, c'est pas loin, il faut y aller tous les jours, il faut l'aider. Ah ouais, c'est bien, c'est important, bien sûr, c'est important. Mais ce qui est difficile, c'est la séparation, c'est le moment où vous rentrez chez vous le soir sans votre bébé? C'est dur quand il va pas bien. Mais quand il va bien, on le laisse dans un milieu médical qui est à la pointe et les médecins sont vraiment très forts. Vous comprenez évidemment, Ingrid et Sébastien, ce que vit Adeline. Tout à fait. Et les questions aussi que se pose Gilbert sur la façon dont le corps médical, les parents culpabilisent. Comment vous avez vécu le décès de Charlotte? Vous avez culpabilisé? Culpabilisé, on l'a après. Sur le coup, c'était... Au bout de combien de temps? Et culpabiliser comment? C'est de se dire, oui, c'est de se dire peut-être qu'on a fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Jusqu'à 6 ans, jusqu'au jour où j'ai appris en fait que c'était un coup de téléphone de l'hôpital qui nous a appelés en nous disant on fait une étude sur les prématurés. Et voilà, nous avons vu dans votre dossier que vous aviez été contaminé nosocomialement, je ne sais pas si ça se dit. Oui, de maladie nosocomiale, voilà, contractée dans le milieu hospitalier. Et donc a été contaminé par l'hôpital. Et en fait, on a su ça donc 6 ans après. Et c'est un grand soulagement puisque quand mon épouse a accouché, les personnages habillés en blanc qui étaient très durs, aujourd'hui a priori c'est différent, je vous le souhaite du moins. Oui, et ils ont été odieux avec mon épouse puisque mon épouse avait quand même été hospitalisée 1 semaine avant. Et donc, 1 semaine après, elle a accouché prématurément. Et le premier truc qu'ils lui ont dit, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Donc, il y a eu quand même une culpabilité de notre part pendant 6 ans. Ah bah ça, on vous l'a mis. Voilà, on nous l'a bien mis. Puis on était jeunes aussi. Moi, j'avais 19 ans, mon épouse en avait 23. Ah oui, très jeune, oui. Voilà, donc il n'y a pas eu de tact, il n'y a pas eu... On était démunis. Oui, voilà. Et ça donne cette grande fille qui est là. Ça donne cette grande fille. Bien, mon poussin. Allez, avec ta maman. Et ton tonton Jean-Luc. Voilà. Merci. Rappelez-nous, à quel âge est née cette jeune fille? 5 mois et demi. 5 mois et demi. À 24 semaines d'aménorrhée. 26. Oui, 26. Tu parles de ta sœur autour de toi, Anaïs, de Charlotte? Oui. Qu'est-ce que tu dis? Plein de choses.
Quoi? Bah, que je suis triste et que j'aimerais bien en fait que mes parents ils ont notre enfant. Et alors, c'est le cas? Oui. Non. Non. Ah, non. Pas encore. Pas encore. Pourquoi vous avez attendu autant de temps avant d'avoir un autre enfant? Bah, ça fait 6 ans qu'on essaye. Ça s'appelle stérilité inexpliquée, je crois. Ouais. Voilà. Est-ce que c'est un aftershock psychologique? On va dire Oh, ça. je pense, oui. C'est possible, en tout cas. Ouais. Ingrid et Sébastien, si votre fille aujourd'hui parle et marche, c'est parce que vous vous êtes battus comme des lions pour la stimuler, pour faire en sorte que vous soyez toujours à ses côtés et vous n'avez jamais cessé d'y croire. Anaïs a aujourd'hui 10 ans, elle souffre d'un handicap moteur lié à sa naissance prématurée. Malgré le diagnostic alarmiste des médecins, Anaïs peut pourtant marcher et parler. Je suis resté à la maison pendant 3 ans à m'occuper de ma fille et j'en suis super content. J'en suis super content parce que peut-être que si j'étais pas resté à la maison, elle ne serait pas devenue aujourd'hui ce qu'elle est. Parce que j'utilisais des moyens draconiens quand elle était toute petite. Je lui scotchais des bouteilles d'eau sous le ventre, ce qui l'a en fait obligée à se servir de ses avant-bras. Donc pendant 2 ans, elle rampait. Donc c'était derrière, ça bougeait pas. Donc ses jambes ne bougeaient pas du tout et elle ne me fonctionnait qu'avec ses avant-bras. Avant, elle tenait pas debout. Aujourd'hui, vous la poussez quand même, elle tombe si elle n'a pas son déambulateur. C'est pas une obligation. Dans la maison, elle peut circuler aisément, elle peut monter les escaliers, elle peut aller aux toilettes. Mais il y a plein de choses qu'elle ne peut pas faire. Elle a mis quelque chose comme 4 ans, 5 ans pour pouvoir écrire. J'étais un peu dur dans le sens où je pense que s'il y avait une caméra qu'on m'avait filmée, on m'aurait pris pour un dingue. J'occultais totalement le fait que c'était ma fille. Allez, plonge, Naïs. Aujourd'hui, elle a tout bien assimilé. À l'école, ça se passe très bien. Qu'est-ce que tu fais à l'école? Je fais beaucoup d'écriture. Je fais beaucoup d'exercices. Et puis, je fais souvent des dessins. Puis voilà. Est-ce que de temps en temps, tu as l'impression d'être différente des autres? Pas du tout. On avait toujours cette sensation, Anaïs y arrivera. Et on en est toujours persuadé. Et pour moi, Anaïs, voilà, c'est un miracle. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui auraient réagi comme lui à 20 ans. Je peux être fière quand même d'avoir à mes côtés quelqu'un qui s'est vraiment mobilisé pour Anaïs. C'est ma fille, ma chair, mon sang. Et puis comme il m'en reste qu'une, autant la chérir. D'un côté, il y a votre femme qui vous prend pour un héros à raison, et d'autre part, des gens qui vous prenaient pour un dingue? Oui, bon, ça, il y en a eu plein. Et ça continue. Mais non, pour ma fille, oui, je pense que s'il y avait une caméra, vraiment, on m'aurait pris pour un taré. Pourquoi? Pour la première chose, j'étais un petit peu dur, parce que... Dur, c'est très stimulant. Voilà. Aujourd'hui, on appelle ça du patterning, je crois. Et moi, je l'ai fait sans le savoir. Et en fait, stimulation permanente? En permanence. Avec, c'est quoi les méthodes Made in Sébastien? Il y avait la première méthode, c'était la bouteille d'eau. Donc, c'est-à-dire? en fait, en jouant un après-midi, elle avait un rouleau en mousse et je me suis rendu compte que le fait de faire ça, ses jambes arrivaient à bouger. Donc, j'ai dit, bon, on va essayer. Je devais me prendre pour un fou. Bref, j'ai mis de l'eau dans une bouteille de coca de 2 litres que j'ai scotché sous le ventre de ma fille. Et donc j'ai fait ça 10 minutes, un quart d'heure. Puis au bout d'un quart d'heure, il s'est passé un truc, c'est qu'elle a commencé à bouger ses coudes. Et tous les jours, on a fait ça. Ça, c'était juste pour pouvoir avancer. Voilà, pour avancer. Quelles autres méthodes vous avez inventées?
Il y a eu le coup de la planche en bois dans le dos quand elle était assise pour se tenir bien droit, parce qu'Anaïs avait un problème, c'est que la tête tombait de temps en temps. Ou, Il y a eu des périodes de découragement? Jamais. Non. Même pas pour vous, madame? Non. On peut pas. Aujourd'hui, Anaïs ne doit pas nous dire merci. C'est à nous de dire merci à Anaïs. Parce que Tu te souviens de tout ça, Anaïs, la bouteille d'eau, la planche? Non. Pas très bien. Tu te souviens que ton papa t'a stimulé beaucoup? Non. Ça non plus. Est-ce que tu as aujourd'hui parfois des moments de découragement? Je sais pas ce que c'est. Découragement, des moments où t'as pas trop le moral, quoi. J'ai. Ouais, ça arrive quand même. Pourquoi? Je sais pas. Maman va répondre. Oh, je pense que c'est le regard des autres qui est difficile, en fait, pour Anaïs. Il y a beaucoup de personnes, en fait, qui se... Enfin, le regard des personnes âgées, qui est très difficile. Plus que celui des enfants? Beaucoup plus que celui des enfants. Les enfants ne comprennent pas, donc ils jouent avec Anaïs. Enfin, là, elle arrive à un âge critique, quand même, où 10-12 ans, il pose beaucoup de questions. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Et toujours être obligé. Et Anaïs ne veut pas donner d'explications. Elle ne pleure jamais? Jamais. Tu ne pleures jamais, Anaïs? Et tu souris beaucoup. C'est ça qui est important. Je voulais te dire bonjour Anaïs et je ne peux pas m'empêcher, je sais que vous n'attendez absolument pas après ça, mais je veux vous témoigner mon admiration à vous deux, les parents, puis les parents en général. J'ai besoin d'admirer dans ma vie et ça me fait penser un peu à comment étaient mes parents, c'est-à-dire qu'eux non plus, ils ne savaient pas vraiment comment faire. Anaïs, tu sais, moi j'ai vu aussi le regard des autres aussi, mais ça ne m'a jamais vraiment dérangé. Tu sais, il faut comprendre que ceux qui te regardent comme ça, c'est qu'ils ne savent pas et ne comprennent pas. Alors, ils ne comprennent pas, il ne faut pas leur en vouloir, mais toi, tu es assez forte pour comprendre ce que eux, ils ne comprennent pas. Et c'est comme ça qu'ils vont venir beaucoup plus près de toi, et puis ça va très bien se passer. Anaïs, tu poses beaucoup de questions sur ta naissance? Oui. Quelles questions? C'est bien, ça. Toutes les questions. Ouais. Qu'est-ce que tu veux savoir, par exemple? Comment j'étais et tout. Tu as vu des photos? Oui. Et qu'est-ce que ça t'apprend, tout ça? Ça m'apprend comment j'ai vécu et tout. Comment tu as réussi à traverser tout ça? Ça vous surprend, Christian Palix? Vous êtes, je précise, chef du service de néonat à l'hôpital Nord de Marseille. Ça vous surprend, une surstipulation avec des résultats comme cela? Ça ne m'étonne pas, car il y a 3 choses importantes chez un enfant, chez un bébé. La première des choses, c'est qu'on est génétiquement programmé pour faire des progrès sans arrêt. La deuxième chose, c'est qu'on a une énergie interne qui est extraordinaire. Un bébé, il se dit lui-même, même quand il est dans la couveuse, tu as vu, j'ai pu me toucher, tu as vu, j'ai pu sourire à l'infirmière. Et il se dit aussi un peu plus tard, tu as vu, j'ai pu prendre cet objet, maintenant je vais marcher, je vais me tenir assis. Et il y a la troisième énergie, c'est celle dont vous avez fait preuve, c'est l'énergie de l'entourage qui dit, tu as vu, tu es capable de faire ça, et bien maintenant tu vas faire autre chose. Et voilà résumé ce qui s'est passé pour votre famille. Je crois que c'est vraiment un exemple extraordinaire. Le petit Hilaire, le fils d'Adeline ici présente, qui a 4 mois aujourd'hui, de quoi est-il conscient à votre avis? Alors, là, il y a conscience et inconscience, mais il faut bien se dire que les prématurés commencent à avoir beaucoup de conscience, même quand ils ont 5 ou 6 mois. Par contre, ils accumulent beaucoup de choses dans leur inconscient. Et cet inconscient va ensuite s'activer et va être responsable de... Séquelles? Parfois de séquelles. Et physique, je crois qu'il faut... Psychologique, mental. Et je crois qu'il faut bien mettre en garde tous ceux qui s'occupent de ces bébés, et pour dire qu'il ne faut pas traiter qu'avec la technique, mais il faut traiter également avec l'environnement. Et l'amour? Alors, ces bébés qui sont infiniment petits nous donnent des exemples extraordinaires, des exemples d'amour, de solidarité et de tendresse. Je crois qu'on peut les applaudir. Malgré les inquiétudes de la naissance, vous avez fait comme toutes les mamans, vous avez pris des photos? Oui. C'était interdit? Non, au contraire. Quand j'étais allongée, le médecin m'a apporté des photos. Ah, super. Regardez ces images, c'est assez impressionnant. Hilaire est né à 24 semaines, soit seulement 5 mois et demi de grossesse,
À la naissance, le bébé ne pèse que 780 grammes et tient dans la main de sa maman. Ses organes vitaux ne fonctionnent pas correctement. Hilaire peut être réanimé jusqu'à 4 fois par jour. Aujourd'hui, Hilaire a 4 mois. Il ne pèse que 2,8 kg, il ne peut toujours pas respirer seul et continue à être nourri par sonde. C'est la première fois que vous l'avez pris dans les mains, dans la main. Dans la main, oui. Ouais. On le prend dans la main, c'est assez magique. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Surtout une inquiétude et voir s'il avait tout. S'il avait tous ses membres, si tout marchait. Et en fait, il réagit bien, on voit, parce qu'il est scopé, il a des appareils qui voient pour son cœur et tout ça. Et on voit qu'il réagit à notre voix, à notre odeur. Au toucher, dès qu'on ouvre la couveuse, dès qu'on met les mains dans la couveuse. Un enfant qui progresse, comme disait le docteur, un enfant qui a envie de vivre en tout cas. Qui s'est accroché. Oui. Comment vous avez traversé ces premiers mois d'incertitude, d'angoisse même? Difficile, mais il est là. Comment vous êtes accrochés? On était très unis. Comment vous remontiez le moral mutuellement? Déjà, j'ai la chance d'avoir un travail où je suis assez souvent à la maison, avec des employeurs assez compréhensifs. Donc, beaucoup de contact avec votre femme. Voilà. Et parfois, on peut se démoraliser mutuellement si on n'est pas fort, ou s'encourager mutuellement. C'est-à-dire que quand l'un se démoralise, l'autre encourage. Votre bébé a été réanimé plusieurs fois. Régulièrement, il était réanimé parce qu'il a une grosse insuffisance respiratoire. Il était réanimé dans mes bras, mais les médecins ne se démontent pas et ont compris qu'on arrivait à surmonter les moments difficiles. C'est plus dur après, en fait, quand on sort du service et qu'on n'a plus tout notre entourage, des médecins, des infirmières, pour nous coucouner, parce qu'elles nous coucounent aussi. Comment faire pour à la fois garder l'espoir et en même temps se préparer au pire aussi? On garde surtout espoir. Alors on se prépare au pire, mais... On se prépare aussi au pire? On s'est préparé plusieurs fois quand même. Oui, oui. De quelle façon? On a prévenu nos proches et voilà, on disait qu'il fallait laisser faire la nature et que si cet enfant ne pouvait pas survivre... C'est un exercice assez subtil pour les médecins, à la fois de donner espoir et en même temps de préparer à quelque chose de terrible. Oui, c'est essentiel parce qu'effectivement, il ne faut pas faire subir à ses parents un stress supplémentaire qui va se retentir sur le fonctionnement vital de ce bébé. Et je crois qu'il faut beaucoup d'humanité aux médecins. Et cette humanité n'est pas héréditaire. C'est une humanité qui s'acquiert avec le temps et au contact de ses enfants. Et c'est eux qui nous donnent cette humanité. Il y a des couples qui traversent des moments difficiles à ce moment-là? Il y a beaucoup de couples. Et ils traversent des moments difficiles à ce moment-là, mais ils traversent aussi des moments difficiles à la sortie, comme vous l'avez dit. Et il faut éviter de laisser ses parents dans un trou noir. Et c'est pour ça qu'il faut préparer la sortie d'un grand prématuré et ensuite faire une guidance et le suivre pendant des mois et des mois. Qu'est-ce qui était le plus compliqué pour vous, Régine? C'était pendant l'hospitalisation ou après? Pour moi, personnellement, ça a été beaucoup plus difficile par la suite parce qu'on avait mis entre parenthèses notre vie de famille pour vraiment s'occuper de Nicolas, lui donner cette rage et cette force de vivre et cette envie de vivre. Et donc le lien mari-femme était concentré pour ça. Alors nous, entre nous, c'était très bien, mais c'était pas vraiment une vie de couple, c'était une vie de famille. Tournée autour de l'enfant. Entre parenthèses, voilà. Et après, il a fallu reconstruire un peu, réapprendre. Adeline, comment vous vivez les nuits à la maison, loin de votre bébé? Les premiers mois ont été très très durs. Maintenant, les médecins se sont prononcés, il est sauvé. Il sera peut-être asthmatique, peut-être peut-être pas. C'est surtout ce qu'il faut voir, c'est peut-être, mais aussi peut-être pas. Et donc, il a juste une assistance respiratoire, mais c'est vrai qu'il y a un échange très fort. Et il faut aller le voir, on le promène, on le sort en famille. Vous lui mettez de la musique? On sort dans l'hôpital, on met de la musique. Quoi comme musique? On avait mis Barry White. Et de l'autre côté, techno pour le cœur. Non, c'est bête, pas des mais pour que le rythme cardiaque
s'accélère. S'accélère, et ce qui évitait les brachycardies, merci. Oula. Et donc c'était... Non plus. Moi, je suis fasciné. On va écouter maintenant l'histoire de Sarah et Andy. Le 5 août dernier, ils sont nés prématurément alors qu'ils devaient naître quasiment aujourd'hui. Ce sera juste après ce message qui vous concerne peut-être. Regardez. Vous avez une relation amoureuse avec un homme plus jeune. Vous aimez les femmes d'âge mûr. Votre mari est plus jeune que vous, cela choque votre entourage. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 01 53 84 30 08 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Régine, comment vous a expliqué le fait que vous ayez eu 4 enfants nés prématurément? Est-ce que c'est du hasard ou est-ce que c'est quelque chose qui a à voir avec, je sais pas, la morphologie, le corps? C'est difficile à dire, j'ai jamais compris, j'ai jamais su et on m'a jamais dit pourquoi. Vous avez posé la question pourtant? Oui, j'ai un col qui se contracte très rapidement. À un mois de grossesse, j'ai déjà des contractions, donc je sais que je suis enceinte. Avant même le test? Oui, assez rapidement, on va dire. Oui. Je fais pourtant très attention. J'ai une vie très stable, très équilibrée. Pas trop de mouvement? Je ne travaille pas, j'ai pas une vie stressante. Il n'y a pas de facteur en fait qui pourrait expliquer le fait que. C'est physiologique. On peut appeler ça comme ça, peut-être, oui. Ça n'empêche pas vos enfants d'être là, d'être grands. Le petit, il est arrivé... Non, celui-là, c'est le numéro 3. Nicolas, c'est le numéro 3. Donc, j'ai d'abord eu 2 filles. 2 filles, Nicolas et une fille ensuite. Non, et encore un garçon. Et encore un garçon. Voilà. Donc, les filles ont maintenant 15 ans et 13 ans. Nicolas qui a 10 ans et mon petit dernier qui a 7 ans. Nicolas qui est né à combien de mois? À 27 semaines, donc un peu avant 6 mois. Qu'est-ce que tu dis? 5 mois et 1 semaine. Alors, j'ai perdu les os en fait à 23 semaines et je suis restée à l'hôpital pendant 3 semaines. Qu'est-ce que vous êtes dit à ce moment-là, qui est un moment crucial? J'étais anormalement très sereine et j'avais vraiment confiance. J'étais persuadée que l'issue serait positive. J'étais tranquille, j'attendais, je mettais la main sur mon ventre et je lui disais mais ça fait 4 mois et demi que tu es là, on se connaît toujours pas, mais sois fort, je suis avec toi, il faut qu'on se batte tous les deux. Les contractions ne sont jamais arrivées. Alors ça, c'est quand j'ai perdu les os, on m'a installée à l'hôpital et on m'a dit bon ben là, à 23 semaines, on ne peut rien faire pour vous, les contractions vont arriver, c'est physiologique et vous allez accoucher, mais là, on ne peut vraiment rien faire. Rien faire? Le bébé n'est pas viable à 23 semaines. Donc bon, mais j'y croyais pas, j'étais persuadée qu'elles ne viendraient pas, ces contractions. J'étais calme, j'étais détendue. Sont-elles venues? Jamais. Alors on m'a transférée dans un centre de réanimation pédiatrique parce que j'étais dans une clinique privée qui ne pouvait pas en fait accueillir Nicolas. J'ai été transférée en ambulance et là pendant 3 semaines j'ai attendu. Et voilà. J'ai appris à vivre allongée, à me laver les dents de côté. Je ne pouvais pas m'asseoir. Là, le bébé devenait viable? Avec des séquelles possibles? Avec le temps, on ne sait pas. Ils ne se prononcent pas trop, les médecins, à ce stade-là. On peut vous parler des séquelles possibles? On ne m'a jamais parlé de séquelles. De malformations, de problèmes de vue, de problèmes de développement mental? Ça, je l'ai su qu'après, mais non, au moment où j'étais hospitalisée, on ne m'avait pas prévenu d'éventuelles séquelles. À quel moment on vous a parlé de ça, de ces séquelles? On m'en a jamais parlé. J'ai accouché et puis c'est après que c'est venu. On s'est aperçu qu'il avait donc une malformation oculaire. Mais avec quelles conséquences? Au début, on ne savait pas très bien. Et aujourd'hui? À 7 mois, il ne nous regardait toujours pas. Donc j'ai été faire des tests à l'hôpital Necker. Donc là, j'ai entendu le mot aveugle, j'ai entendu le mot autiste. Puis maintenant, quand je le vois à 10 ans, je trouve que pour un aveugle autiste, il s'en sort très très bien. Il a mis beaucoup de temps en fait à reprendre le dessus de sa prématurité, si je puis dire. D'où le peut-être ou peut-être pas tout à l'heure. Oui. On nous promet... C'est pour ça, je pense qu'il ne faut pas s'alarmer. Peut-être, et vous dites peut-être pas. Oui. Nous, on se dit surtout peut-être pas. Les parents doivent se battre. Ah, complètement. Et les enfants surtout. Les enfants se battent énormément. Comme Adeline, vous n'avez pas pu voir tout de suite votre fils. C'est assez frustrant pour une maman. Pour un papa aussi, je pense. J'ai eu la chance de le voir. C'est-à-dire que quand on est... bon, moi, j'ai accouché sous césarienne aussi, sous anesthésie générale. C'est sûr que le jour J, je ne l'ai pas vu. Donc, gentiment, le service a proposé un appareil photo Polaroid et Arnaud a pris des photos.
J'étais fière, je le trouvais beau, je le trouvais magnifique. Et je l'ai vu via une petite photo. Celle-ci, celle qu'on voit là? Non, celle-là, c'est plus tard. Ça, c'est après son opération du canal artériel. Donc là, il avait 18 jours, là. 18 jours, comment on vous a appris qu'il allait être opéré du cœur? C'est-à-dire que sa ventilation ne se passait pas très bien. Et toi, ça, Nicolas, tu te reconnais? Non, pas tout à fait. Voilà, donc on nous a dit que sa ventilation ne se passait pas très bien, qu'il y avait de fortes chances que le canal artériel ne se soit pas bien refermé et qu'il fallait donc l'opérer. Donc là, ça a été la période, j'allais dire, la plus difficile, où j'ai vraiment cru qu'il allait partir. Les chirurgiens de neurochir sont venus l'opérer dans la couveuse. Il n'était pas transportable. C'est pas vrai. Le service a été fermé, les visites interdites le temps qu'on l'opère. Il a été opéré dans la couveuse. On a créé un bloc autour de lui. Complètement. Oui. Tu te rends compte que tu as été opéré du cœur à 18 jours, toi? J'ai un peu du mal, mais... Ça valait le coup de le faire, en tout cas. Hein. J'ai l'impression que ça t'a donné du caractère. Ouais, j'ai un peu un caractère de cochon. C'est-à-dire? Un peu dur avec tes parents? Ouais, je sais pas. T'es en quelle classe aujourd'hui? CM2. Bien. Vous expliquez, Régine, que ce n'est pas cette opération au cœur ouvert qui a été la plus dure, mais ce qui a suivi, c'est-à-dire la réanimation. 2 mois de réanimation qui ont été psychologiquement difficiles, parce que quoi, il était entre la vie et la mort? Oui. Je pense que quand on donne la vie et qu'on côtoie la mort au quotidien, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à vivre pour une maman. C'est tellement contradictoire. Hein. C'est ça, c'est une naissance sans réjouissance, c'est une naissance... Voilà, on ne se réjouit pas, on est inquiet, alors que c'est quelque chose, c'est le fruit d'un amour, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et le papa, comment il jouait? Quel rôle il jouait dans ce moment-là? Parce que vous aussi, vous étiez touché, monsieur, j'imagine. Ah bah oui, autant. Je crois que la chose la plus importante, c'est d'être proche de l'enfant. Ça change tout, ça, docteur? Oui. Comment ça se fait? Par quel processus? Les enfants le sentent instinctivement? C'est pas instinctivement, c'est un phénomène physiologique qui s'explique maintenant parce que ça fait partie du confort du bébé, la présence des parents, comme la douleur. Mais quelle différence font-ils entre un parent et une autre personne du personnel médical? Un parent, il peut toucher son enfant, il ne le touche pas de la même façon, il ne lui parle pas de la même façon. La musique de la voix existe avant la parole. Et la maman, elle ne parle pas de la même façon que notre infirmière. Mais l'enfant s'est habitué dans le ventre au son de la voix de ses parents? Bien entendu. Oui. On regarde maintenant l'histoire de Sarah et Andy qui sont nés donc le 5 août dernier. Les parents se préparaient à leur arrivée pour la fin du mois d'octobre. Mais ces bébés en ont décidé autrement. Sarah et Andy sont nés après seulement 6 mois et 10 jours de grossesse. Depuis 2 mois, leurs parents viennent les voir à l'hôpital 2 fois par jour. Avoir un bébé prématuré, c'est 2 fois plus de préoccupations. Tout est plus compliqué qu'avec ma première fille qui est née à terme, et en plus qu'ils sont 2, donc ça fait 3 fois plus compliqué. Il y a le biberon à surveiller, c'est toutes les 3 heures très bien réglé, il faut absolument qu'il finisse. C'est compliqué de donner un biberon à un petit prématuré comme ça. T'endors pas, chérie. Allez. Il a du mal à téter le biberon, faut l'aider. Avec certains mouvements, faut bien qu'il ait la langue dessous. Allez chérie, mon cœur. Ton dernier biberon à l'hôpital. Il faut absolument faire très attention au poids, qu'il soit en progression constante, qu'il récupère d'ici les 2 mois où ils auraient dû naître, qu'ils aient récupéré un poids de bébé à la naissance. Ma petite fille, elle est partie de 1,105 kg. La courbe en progression, alors des fois ça diminue un petit peu, alors dès que ça diminue, évidemment, moi je démarre d'inquiétude. Jusqu'à aujourd'hui, voilà, 1,980 kg aujourd'hui. On a plus tendance à surprotéger un peu plus que je l'avais fait pour ma fille au départ. Ils ont tendance à toujours rester la tête face au plafond, le regard face au plafond, les bras en l'air. Donc il faut absolument les regrouper tout le temps pour qu'ils puissent évoluer, voir leurs mains, voir leurs pieds, évoluer comme un bébé normal. C'est très stressant tout ça en fait. Sarah et Andy ne font que 2 kilos et pourtant ils vont peut-être pouvoir quitter l'hôpital. Le docteur Palix les ausculte. Il donnera son accord s'il juge que l'état des bébés est satisfaisant. Donc regardez comme il sert bien ce bébé et regardez comme il est costaud. Les épaules, comme ça, regardez. Voilà. Et ça, sous des réflexes, vous voyez, ils ouvrent bien les petits doigts. Ça c'est très important de regarder les petits doigts, ils les ouvrent bien.
Alors, regardez comme elle marche bien. Voilà. Allez, voilà. Voilà. Hein? Regardez comme il m'écoute bien, ce bébé. Allez, je vous rends ce bébé, il est parfait, et vous l'amenez avec vous. Voilà. On va rentrer à la maison, mon cœur, ça y est? Ça y est, chérie. Eh oui. Voilà, ces bébés qu'on découvre ont été conçus en fait il y a 9 mois. Ils ont 3 mois, mais en fait c'est comme si... Aujourd'hui même, 9 mois, ils devraient naître aujourd'hui même. Ah oui, ouais. C'est comme s'ils venaient de naître aujourd'hui, quoi. Exactement, c'était prévu aujourd'hui. 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 Ça vous fait quoi? Ça vous fait quoi, ça? Ravi de les avoir. Avant 3 mois. Oui, avant. voilà. Maintenant, oui, on est content de les avoir eu avant. Quels ont été les moments les plus difficiles? Les moments en réanimation, les désaturations, les bradycardies, tout ça. Ce sont des termes techniques que tout le monde ne comprend pas, moi-même. C'est-à-dire les apnées, c'est-à-dire quand ils arrêtent de respirer. Oui, carrément, quand ils arrêtent de respirer, leur cœur qui s'emballe ou qui descend en trop, ou qui s'arrête ou qui s'emballe. Ouais. Voilà, tout ça, quoi. Je les ai trouvés très attentifs, ces bébés, dans le reportage. Gilbert. Non, mais on dirait qu'ils... Enfin, je sais, c'est pas qu'on dirait, ils vous écoutent tellement fort, tellement intensément. Ils sont très réactifs aussi au docteur Palix, ici présent. Est-ce qu'ils têtent le biberon correctement aujourd'hui? Oui. Aujourd'hui, oui. Maintenant, oui. Ah, très bien, même. Et les premiers biberons, c'était comment? C'était... Ça fait peur au début, délicat. non? Ouais, il y avait moins et plus délicat. C'est-à-dire qu'il fallait absolument qu'ils finissent, il ne fallait pas qu'ils perdent de poids, donc il fallait pas qu'ils en perdent, il fallait qu'ils boivent tout. C'est délicat. Hilaire, il arrive bien à têter le biberon aujourd'hui? Hilaire a beaucoup de mal et c'est la raison pour laquelle il n'est pas encore rentré à la maison et il est toujours avec une sonde, donc un petit tuyau qui arrive jusque dans l'estomac et on lui donne toutes les 3 heures son bibi, mais par seringue. On peut donner le sein prématuré? On peut donner, mais il faut tirer son lait dès la naissance, ce qui n'est pas évident quand vous avez... docteur? Bien entendu. Vous savez, les progrès qui ont été faits en médecine néonatale sont surtout aussi des progrès en matière de nutrition. Et moi, dans mon service, tous les bébés ont du lait maternel. Et ce lait maternel, c'est un lien très important. Le papa fait le lien avec la maman, il amène le lait. Dès que le bébé peut, il est mis au sein. Un bébé qui naît à 5 mois, qui est autour d'1 kilo, quel est son pronostic vital? Alors, statistiquement? Statistiquement, en gros, on part de 32 semaines. À 32 semaines, il y a 95% d'espoir de vie chez un prématuré. Ça, c'est plus de 7 mois, ça? 32 semaines, c'est 7 mois. Ensuite, on descend à 6 mois, c'est 28 semaines. On est à 85%, voire 90%. Et là où les problèmes de la néonatologie sont très importants, c'est quand on arrive aux alentours de 25 semaines, où le pronostic est variable, il est entre 80% et 50%. Et il est variable en fonction de la volonté des médecins. Et des parents, si j'ai bien compris. Des médecins, et de la présence des parents et du bébé. Vous en êtes où aujourd'hui avec vos enfants? Aujourd'hui, tout va bien. Alors, il y a 1 mois, le grand moment est arrivé. Racontez-nous ça. Ouais. On a attendu ça un moment où il est sorti. En fait, ça c'est plutôt bien. On a beaucoup de chance, nous, comparé à toutes les histoires qu'on a vues aujourd'hui. Ouais. On a beaucoup de chance parce qu'on a eu des bébés qui étaient en forme vite de suite. C'est quand même des prématurés, des grands prématurés, mais qui étaient costauds. On les a toujours vus évoluer dans le bon sens, jamais de grosses maladies. Il y a eu très peu de moments de doute profond. Ouais, de doute. Bon, moi, j'en ai pas eu, Virginie, un peu. Vous en avez eu un peu plus, un petit peu, ouais. Ben, quand on rentre et qu'on voit son enfant faire une apnée devant nous, qu'elle tombe à 0 et que ça sonne, c'est quand même assez impressionnant, quoi. Regardez ce reportage, vous avez souhaité ou accepté en tout cas de faire partager ce moment d'intimité avec nous, ce moment crucial donc, où les bébés rentrent à la maison. J'attends ce moment depuis qu'ils sont nés, en fait. Dès qu'ils sont arrivés ici, j'espérais qu'ils sortent le plus rapidement possible. C'est un soulagement. Je peux revenir à l'hôpital 2 fois par jour, les avoir avec nous tout le temps, pouvoir m'occuper d'eux comme je le veux, pas revenir en me disant est-ce qu'il va y avoir une apnée, est-ce qu'il va y avoir une infection, quelque chose. Voilà, chérie. Ça y est, on s'en va. On s'en va. Bonjour, ma soeur. On s'en va, chérie.
Après 2 mois d'hôpital, la petite famille rentre enfin à la maison. Soulagement et inquiétude se mélangent. À la maison, ils seront enfin réunis, mais il faudra être attentif. Ces petits bébés sont encore très fragiles. Voilà, ta petite sœur est chez toi. Tu es contente? T'étais pareil, toi, bébé. Tu as la même tête. T'as fait un sourire, c'est vrai? Alors bébé, il faudra toujours bien se laver les mains avant de le toucher. Hein, c'est important hein, pour les microbes parce qu'ils sont petits encore. D'accord? Toujours les mains propres. Ma fille les a vus que 2 fois, depuis 3 fois en tout, depuis le début. Donc il me tardait de les voir réunis, quoi. Faire partager tout ce qu'on vivait, quoi, parce qu'elle le partageait à travers nous, mais pas elle, quoi. On va visiter la maison, on va voir la chambre. Ouais. Regarde à côté du lit de papa et maman. Le petit lit d'Andy en bleu et le petit lit de Sarah. Je vais certainement plus faire attention, surtout la nuit. Je pense que je vais vérifier souvent si tout va bien, s'ils respirent bien. Si j'ai le moindre doute, je vais les voir. Je vois qu'ils respirent, je vois qu'ils vont bien. Couvre-le, parce que j'ai peur qu'ils aient froid, là. Tu préfères? Ouais. Tu vois? Je te l'ai dit. T'es content, papa? Ça, c'est trop beau. C'est beau de voir ça, hein. Vous pouvez leur faire des câlins? Ah maintenant oui, hein. On s'est rattrapés. Pendant 1 mois, on n'a pas pu les toucher aussi. Ça, c'est long, c'est le plus long en fait. À l'hôpital, c'est de ne pas pouvoir les toucher. Ah, ça doit être terrible. Ouais. Moi, je voudrais dire que ça m'a vraiment ému, vraiment, de voir tout ça. Et tous ces enfants, vous avez de la chance parce que je vois que maintenant, en fait, le climat a changé dans les hôpitaux et que les enfants, les grands peuvent venir rendre visite et tout aux petits bébés. Alors que moi, ben, j'avais vraiment... Vos frères et sœurs vous ont vu, vous aviez quel âge? Non, ben, ils m'ont vu quand j'étais à terme, quand je suis venu à la maison, quoi, après 3 mois et demi. J'avais aucune visite, sauf maman. J'étais dans le cas des enfants dont on apportait le lait maternel tous les jours. Maman apportait le lait maternel tous les jours. Et le problème, c'est que l'institution hospitalière pensait que mes parents allaient m'abandonner, donc ils ne voulaient pas, ils n'ont pas voulu laisser sortir maman. Mais elle avait 3 enfants qui l'attendaient à la maison. Elle a pensé à vous abandonner? Pas du tout. Ah oui, non. Pas du tout, mais eux, ils craignaient ça, je sais pas, ils avaient peur. On l'a vécu aussi. Vous avez vécu ça? Oui, on l'a vécu. Ça existe toujours? Oui, ça existe toujours. Quoi. Il y a 10 ans, ça existe encore. Incroyable, ça. Quand est-ce qu'Hilaire sera à la maison? Pour Noël. C'est un beau cadeau, ça. Ouais. Je voudrais qu'on termine par un témoignage qui va nous donner beaucoup d'espoir pour tous les parents, tous ceux qui connaissent ces problèmes-là. Et quand on dit qu'il y a plus de 50 000 bébés qui naissent chaque année prématurés, ça pose beaucoup de questions dans beaucoup de familles. Ludivine, où est-ce que vous êtes? Ici. Bonjour Ludivine. Bonjour. Ludivine, vous avez quel âge aujourd'hui? J'ai 23 ans. Vous pesez combien? À l'heure actuelle 56 kilos. 1m56 et 52 kilos. Combien vous pesiez à la naissance? 770 grammes. Waouh. Je suis née à 6 mois et demi. Donc il y a 23 ans, donc un exploit que je sois là à l'heure actuelle, puisqu'il m'avait annoncé non viable les premières semaines. Comment vos parents ont traversé tout ça? Ma mère, en fait, je suis née prématurée parce que ma mère a une poussée d'hypertension importante et donc un blocage des reins. Donc elle a été également hospitalisée un long moment. Et je pense que c'est une épreuve assez difficile pour des parents de ne pas pouvoir voir son enfant et de ne pas être sûr qu'il survive. Sur le pronostic, physiquement, pas de séquelles? Pas de séquelles, ni physiques, ni mentales, ni psychologiques. Il y a un concours qui est très important pour ceux qui souhaitent devenir prof, ça s'appelle le CAPES. Vous avez terminé à quelle place? Première nationale en 2015. Bravo. Les plus fragiles au début peuvent-ils devenir les plus forts ensuite, Gilbert? Les plus forts, je sais pas, mais si on veut, en tout cas, on peut vraiment s'amuser avec la vie, quoi. On peut avoir beaucoup de plaisir. Mais ce que je ressens là, en vous écoutant tous et toutes, c'est que je trouve qu'il y a un lien entre les prématurés. Je trouve qu'il y a, je sais pas... Une expérience commune. Il y a un lien de sensibilité. On devrait former un club, le club des grands prématurés. Ce serait bien, ça. Gilbert a sorti un album qui s'appelle Get Ready, qui sort le 20 novembre. On en écoute un extrait. Ah oui, c'est tout nouveau. Hein. Ouais.
que vous étiez noir. Oui, on m'a dit que j'étais noir, moi je les crois. Hein. Mais c'est un album que je voulais faire depuis tellement longtemps parce que c'est... Donc vous avez bien compris évidemment que c'est tout sur la soul music. Et j'ai voulu qu'il soit en anglais, qu'il reste en anglais parce que je trouvais que c'était pas bien de dénaturer. Et depuis tout petit, j'avais vraiment envie de faire ça. Alors maintenant, comme je commence à être un peu grand, voilà, je l'ai fait, c'est pour vous et c'est aussi pour moi, c'est un grand plaisir. Get ready, ça veut dire soyez prêts, soyez prêts. Donc le 20 novembre, j'espère qu'Hilaire ne sera pas encore rentré à la maison, mais qu'il le sera pour Noël, vous donnerez des nouvelles. Merci à tous d'avoir été nos invités. À bientôt.